Bonjour, je remercie donc l'ensemble des participants qui sont derrière leur écran et puis évidemment Iago Pereira Barbosa qui aujourd'hui va nous présenter un sujet, je dirais, hautement important dans le contexte contemporain, vulnérabilité des territoires, changement climatique et santé. Alors, Iago Pereira Barbosa est quelqu'un d'assez connu au sein de l'EHESP, il est docteur en santé publique, donc déjà félicitations, hein, de vive voix. Je crois que je ne l'avais pas mentionné de vive voix, donc peut-être, ça y est, arrivé au bout de la course du doctorat, qui était aussi membre voilà, du réseau de santé publique, réseau doctoral en santé publique, qui a aussi participé activement aux instances. Donc, je le remercie aussi parce qu'il a représenté aussi les doctorants. Il est membre du laboratoire LERES et membre du département DS, c'est-à-dire département des sciences en santé environnementale. Yago Pereira Barbosa aussi travaille, je dirais, sous la direction et aussi avec notamment Anne-Rouet Le Gall et je dirais surtout sa directrice de thèse Marie-Florence Thomas, qui sont désolées de ne pas pouvoir être présentes aujourd'hui. Un peu comme d'habitude, je rappelle quand même les règles et les règles surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre le webinaire, ça peut toujours exister. L'idée, c'est une présentation de 30 à 40 minutes d'un sujet. Et je laisse Iago dans 2 minutes nous le présenter. Puis ensuite, enfin, si vous avez des questions et des réponses, enfin surtout des questions, pardon, c'est dans l'espace questions-réponses qui vont être, qui est l'espace où vous pouvez poser les questions. Moi, je relais les questions et Iago apporte les réponses. Sachant que bon, je suis chargée entre guillemets d'animer la session, mais sans vos questions, c'est pas aussi dynamique. Donc, je vous incite vraiment à poser des questions. Et il n'y a pas de questions naïves, il n'y a pas de questions à côté. Toutes les questions sont intéressantes. Je rappelle aussi que dorénavant, nos sessions sont à chaque fois enregistrées, qu'ensuite elles sont mises en ligne sur la chaîne YouTube de l'EHESP. Alors pour l'instant, je dois dire, y compris moi-même, je n'ai pas forcément beaucoup visité cette chaîne YouTube de l'EHESP, peut-être parce que j'anime déjà les sessions et que il me semble, voilà, déjà j'ai une connaissance de ce qui s'y passe. Et si vous avez raté voilà, une conférence, une session, ben, vous pouvez entre guillemets la récupérer. Vous pouvez aussi en faire publicité auprès de vos collègues, puisqu'il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont au centre et au cœur à la fois des préoccupations de l'EHESP, mais aussi des préoccupations sociales. Et pour le dire clairement, aujourd'hui environnementales, puisqu'il y a aussi des questions de changement climatique. Je pense que nous sommes en général au cœur je dirais, de l'actualité ou des sujets d'actualité. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à Iago qui peut-être partage un PowerPoint. Je dois dire, je ne lui ai pas demandé, donc je ne sais pas si tu as une... Oui. Et pour une quarantaine de minutes, puis bah, je réapparaîtrai à la fin pour la session des questions-réponses. Donc, Iago, Bon, c'est à toi. merci beaucoup Sylvie. Bonjour à tous et à toutes qui suivent ces webinaires à distance. Effectivement, merci de l'invitation du réseau doctoral et de la direction de la recherche de l'école de m'avoir donné cette opportunité pour pouvoir vous présenter donc les résultats de mes travaux de thèse qui ont été réalisés entre 2019 et 2023, à l'EHESP, à l'école doctorale Sciences de la vie et de la santé. Donc, comme Sylvie a bien dit, ce travail a été supervisé, donc encadré par deux enseignants-chercheurs de l'EHESP qui travaillent sur ces sujets de santé environnementale, notamment Marie-Florence Thomas et Yann Rouet-Légal. Il est important aussi de dire que ces travaux de thèse ont été financés par le réseau doctoral en santé publique, mais aussi dans les cadres du plan régional santé-environnement 3 de la région Bretagne, donc notamment financé par l'Agence régionale de santé et par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc la DREAL Bretagne.
Donc, juste pour vous dire aussi, le contexte de ce travail, c'est vraiment le prolongement des travaux sur l'urbanisme favorable à la santé. Donc, on prend bien en compte cette approche globale et positive de la santé où on va considérer pas que les facteurs de risque, mais les facteurs de protection aussi. Et toutes ces approches territoriales, notamment considérer le territoire comme un système multi-acteurs, multi-contexte. Et je vais vous donner plus d'informations pour la suite. Et dans le cadre du plan régional santé-environnement, notamment, c'était sur des axes, sur des objectifs, sur la caractérisation des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé en Bretagne. Donc pour commencer, je vous donne un contexte, notamment pendant la COP 28 en 2023 à Dubaï, donc en novembre 2023, plus de 140 pays ont signé donc une déclaration internationale sur le climat et la santé. Donc en mettant en avant c'est l'importance en fait de prendre en considération ces thématiques et notamment l'importance de proposer des actions, des politiques publiques pour faire face à ce climat qui change. Donc, plus récemment, à la fin de mois de mai 2024, l'Organisation mondiale de la santé donc, a établi comme préoccupation majeure à l'avenir, donc en question de financement, mais en question aussi des travaux menés sur cette urgence d'agir sur le changement climatique et la santé. Donc, on sait dans la littérature scientifique que les changements climatiques est à la fois un enjeu environnemental majeur, mais aussi le plus grand risque du 21e siècle pour la santé publique, mais aussi sa grande opportunité. Parce que si on connaît les risques pour la santé publique, on peut aussi mettre en place des actions. Donc, c'est pour ça qu'on configure les changements climatiques comme une grande opportunité pour la santé publique aussi. Donc, dans ce sens, il est essentiel de mener une action climatique qui va être centrée sur la santé, sur les plusieurs santé notamment, pour mieux agir. Donc, on sait qu'il y a des multiples facteurs, critères en jeu. Ici, je vais appeler plutôt des critères comme on va après, comme je vais vous introduire après la question des approches multicritères. Donc, notamment multiples critères en jeu, des critères pas que climatiques, environnementaux, mais aussi des critères socio-économiques et politiques qui vont configurer aussi des moyens d'action à l'échelle des territoires. Donc, on sait aujourd'hui dans la littérature scientifique et avec les acteurs du terrain que l'échelle de l'action était l'échelle locale. Donc, au niveau français, ce sont les villes, les communes et aussi les établissements publics de coopération intercommunale. Donc, pourquoi l'échelle locale? L'échelle locale, en fait, a des compétences clés et sources de solutions au changement climatique. Donc, notamment en proposant des politiques locales pour faire face au changement climatique. Aussi, à cette échelle, on peut avoir une coopération pour la mise en place de mesures de façon coopérée, de façon interliée entre les différents territoires. Donc, la problématique et l'objectif de mes travaux de thèse était notamment de mieux connaître et anticiper les impacts des changements climatiques sur la santé, tout en identifiant donc les territoires les plus vulnérables. Donc, c'est une question aussi, pas que des scientifiques, mais des collectivités territoriales aussi, de pouvoir développer des outils d'aide à la décision pour accompagner donc les territoires dans la réduction de leur vulnérabilité. Donc, ces outils de l'aide à la décision vont à la fois permettre de comprendre quels sont les territoires les plus vulnérables et quels sont les moyens d'agir de ces territoires aussi pour réduire leur vulnérabilité. L'objectif de ma thèse de doctorat était développer un modèle d'aide multicritère pour estimer la vulnérabilité des territoires aux impacts potentiels du changement climatique sur la santé. Pour cela, on a utilisé une approche multicritère, mais aussi une approche intégrée des enjeux de santé publique, mais aussi d'environnement. Pour la suite de ma présentation, il y aura trois parties.
Donc, la première partie, je vous expliquerai le développement et l'application du modèle multicritère. La partie 2, quelques résultats et discussion des résultats, notamment le classement BITENU des territoires étudiés. Et la partie 3, donc la conclusion et les perspectives de ce travail de thèse. Donc, dans la littérature scientifique, il existe des nombreux cadres conceptuels qui ont été proposés au fil de temps. Ici, juste pour vous donner quelques chiffres, notamment à la publication du premier rapport du GIEC sur le changement climatique, où il y avait des informations sur la santé. Donc, le premier cadre, il a été publié dans les années 90. Et ce cadre, il était très simpliste. On prenait en compte juste les questions de radiation, de température et de l'ozone. Vous pouvez regarder sur la flèche, la flèche à gauche de l'écran, notamment comment l'évolution de ces cadres conceptuels ont commencé à prendre en compte de plus en plus de facteurs. Donc ici, c'est tout petit, c'est fait exprès. Pour la suite, juste, je sélectionnais deux cadres conceptuels qu'à mon avis, ressortent en fait des facteurs, des points principaux pour étudier les liens entre changement climatique et santé, notamment des impacts directs et indirects, et notamment des facteurs qui vont être à la fois environnementaux, sociaux, mais aussi politiques. Un autre point important aussi, oh, je vais prendre juste tout ça. Oui, oui. C'est toute la question de à quoi on est exposé. Et en fonction de notre niveau d'exposition, on va être moins ou plus vulnérable à ces aléas climatiques. Donc ici, juste pour vous donner quelques exemples. Pour la suite, donc pour développer ce modèle multicritère, on a eu besoin aussi de développer un cadre conceptuel du modèle. Donc ce cadre, il partait du constat que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités anthropiques vont générer ce qu'on appelle le réchauffement planétaire, donc l'augmentation de la température à l'échelle globale. Et cette température en hausse va donc générer des manifestations du changement climatique, notamment des changements globaux comme la perte de biodiversité, mais les pollutions aussi à grande échelle, l'acidification des océans. Aussi, les modifications des normales climatiques, donc notamment des mois d'été qui vont être plus chauds que de l'habitude, ou des mois d'hiver qui vont être plus secs que de l'habitude, et des événements climatiques extrêmes qu'on connaît, notamment les inondations, les canicules, les vagues de chaleur, etc. Donc, toutes ces manifestations du changement climatique vont avoir un impact potentiel direct sur la santé des populations. Donc, quels sont ces impacts? Donc, ces impacts potentiels directs et indirects du changement climatique sur la santé. Donc, quand on parle d'impact direct, on va s'intéresser à l'exposition à la chaleur et d'autres événements extrêmes comme les sécheresses, les inondations, les feux de forêt. Donc, ce sont des impacts qui vont agir directement sur la biologie humaine, sur les facteurs biologiques humains. Les impacts indirects vont agir par l'intermédiaire, par des systèmes naturels comme la qualité de l'air, la qualité et la disponibilité d'eau potable. Donc, on va avoir besoin d'intermédiaires pour arriver à la santé, comme des polluants atmosphériques, mais aussi la disponibilité de l'eau potable. Ensuite, une deuxième catégorie des impacts indirects, c'est la catégorie notamment des systèmes socio-économiques, donc notamment à la pauvreté, les conflits et les déplacements de population, mais tout ce qui est lié aussi à l'insécurité alimentaire qui vont impacter la santé de façon indirecte. Donc, on a vu des littératures publiées dans l'année 2021 où les auteurs ont pu analyser 94 revues systématiques publiées après l'année 2025, a mis en perspective donc les impacts négatifs du changement climatique sur la santé à partir de 10 indicateurs de résultats en santé. Donc ces impacts, ils vont provoquer des maladies infectieuses, des mortalités, mais aussi des impacts sur le système de santé,
la grossesse et la naissance, la nutrition et d'autres résultats aussi. Des travaux plus récents ont montré notamment l'impact du changement climatique sur le sommeil, les blessures non professionnelles, les années de vie corrigée de l'incapacité, entre autres, comme la santé au travail, la santé mentale aussi. Donc, si on continue sur le cadre conceptuel, je vous donne un exemple des événements climatiques extrêmes qui vont impacter directement la santé des populations. Donc, des impacts possibles de la chaleur extrême lors des vagues de chaleur, des canicules, vont dès la déshydratation, des nausées, des crampes musculaires, en passant aussi par l'épuisement, notamment des travailleurs à l'extérieur ou des personnes âgées, et aussi la mort par hyperthermie. Comme on parle de la Bretagne, en Bretagne, pour l'année 2022, on a eu une surmortalité relative de 20% estimé, notamment pendant les trois canicules de 2022. Donc 168 décès en excès. Si on regarde les impacts potentiels indirects du changement climatique sur la santé, donc là, on va arriver sur cette approche déterminante de la santé, ce qui fait santé. Donc, quels sont les facteurs climatiques qui rentrent en jeu aussi, les facteurs environnementaux comme la biodiversité, les espaces verts, mais la qualité de l'air aussi, les facteurs socio-économiques, la précarité, la pauvreté, les systèmes de santé, les questions sociodémographiques aussi, et des facteurs individuels et comportementaux. Donc, ce qui est important aussi, c'est de considérer que ces différentes manifestations du changement climatique vont impacter, vont impacter directement, indirectement la santé des populations. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment les inégalités territoriales de santé vont émerger en fonction de ces différents facteurs en jeu. Ce qui est très important aussi, donc, dans ces cadres conceptuels, c'est la prise en compte de l'aménagement du territoire, notamment des politiques publiques à différentes échelles, qui vont faire face au changement climatique, tout en bénéficiant aussi de la santé, ce qu'on appelle des co-bénéfices en santé-environnement. Donc, comme on parle de vulnérabilité des territoires, il n'y a pas vraiment des définitions uniques de la vulnérabilité au changement climatique. Cette vulnérabilité, elle va être définie en fonction de l'objectif en fait de l'étude et des auteurs. Donc, notamment ici, on a pu utiliser la définition proposée par le GIEC dans les rapports de 2001 et 2007, où la vulnérabilité est la mesure d'un système, donc le système ici un territoire est sensible et incapable de faire face aux effets défavorables, donc négatifs du changement climatique, où on va prendre en compte la variabilité du climat, donc s'il fait plus chaud, s'il fait plus froid dans les saisons de l'année, mais aussi les phénomènes extrêmes comme les inondations et les vagues de chaleur. Donc la vulnérabilité, elle est la fonction de la nature, de l'ampleur et du rythme de l'évolution et de la variation du climat à laquelle en fait le système considéré est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d'adaptation. Donc on va avoir la somme de l'exposition et de la sensibilité qui va provoquer des impacts potentiels du changement climatique sur les territoires et la capacité d'adaptation qui va donc minimiser cette vulnérabilité. Donc, si on place le concept de vulnérabilité au cadre conceptuel développé, l'exposition sera ici climatique, la sensibilité environnementale et socio-économique, et la capacité d'adaptation, les politiques publiques d'aménagement du territoire. Donc, pourquoi utiliser une approche multicritère pour prendre en compte cette complexité des impacts potentiels du changement climatique sur la santé? Il est connu aussi dans la littérature que l'approche multicritère est un moyen efficace de structurer et d'analyser des problèmes décisionnels complexes qui impliquent des critères contradictoires, ici les facteurs de protection, les facteurs de risque sur la santé. Cette approche aussi nous rend possible de traiter en même temps, différentes nombreuses données de nature hétérogène, qualitative, quantitative, mais aussi d'impliquer un comité d'experts pour élaborer donc le modèle.
Il y a aussi la possibilité d'une meilleure compréhension globale de la vulnérabilité et une prise de décision à partir de résultats obtenus plus appropriés en matière d'action. Ici, on a mobilisé donc l'une des différentes méthodes existantes dans l'approche multicritère, donc la méthode de surclassement, à partir de la modélisation de préférences et ce qu'on appelle la technique de comparaison par pair. Donc, cette méthode de surclassement, elle nous permet de classer les territoires en fonction de critères des vulnérabilités retenus selon un sens de préférence prédéfini. Donc, le sens de préférence ici, ça va être maximisé ou minimisé. Et de point de vue de point de vue du modélisateur, dans ce travail, on va préférer un territoire qui cumule des critères, le classant comme plus vulnérable. Donc, les critères à maximiser ou les critères considérés comme facteurs de risque sur la santé. Donc, les méthodes de classement, des surclassements vont se concentrer à réaliser des comparaisons par pair en fonction de chaque critère, ce qui va nous permettre de générer des résultats de modélisation, donc les classements relatifs des territoires. Je vous expliquerai par la suite. Ce qui a été intéressant aussi dans l'élaboration de ce travail, c'était l'implication d'un comité d'experts intersectoriel et interdisciplinaire, qui était composé en fait du Conseil régional, de l'ARS et de la Bretagne, mais aussi des enseignants-chercheurs de l'EHESP, l'ERS Bretagne, l'Observatoire de l'environnement, des agences d'urbanisme, entre autres. Des consultations à d'autres experts aussi hors comité, donc des experts du groupe de travail du PRSE, du PRSE 3 de la région Bretagne, Arbres, l'Agence bretonne de biodiversité, l'ADRAF, mais aussi à l'échelle nationale, l'Observatoire national de précarité énergétique, l'ADEME, et même des acteurs du monde universitaire comme l'Université Rennes 2 et l'Université de Genève. Donc, l'apport de ce comité était notamment à l'élaboration du cadre conceptuel du modèle, au choix des territoires, à la sélection des critères et à la disponibilité, donc la collecte des données composant les critères. 59 territoires bretons ont été choisis comme territoires pilotes de cette étude. Donc, notamment en rouge, vous pouvez voir des métropoles, Rennes et Brest. En jaune, on voit des communautés des communes. Et en orange, on voit les communautés d'agglomération. Donc, la Bretagne représente un tiers du littoral de la France hexagonale. Ces 59 communes en pilote donc font partie de 1208 communes existantes en Bretagne. Donc, dans cette étude, on a 31% de la population totale de la région. Et notamment, 50% de cette population vit dans les communes rurales et 50% dans les communes urbaines. Concernant la population qui vit dans les communes littorales, la valeur est de 43%, étant donné que pour les populations qui vivent dans les terres, donc considérées des communes continentales, on est à 57%. Donc vous voyez, il y a une diversité des territoires qui a été prise en compte, et notamment pourquoi l'échelle de la commune. C'est à partir de cette échelle qu'on peut avoir, donc, identifier les disparités territoriales. Donc, 24 critères ont été retenus. 6 critères pour l'exposition climatique, 10 critères pour la sensibilité environnementale et 8 critères pour la sensibilité socio-économique. Donc, les critères ont été choisis en fonction de certains postulats, donc notamment les critères les plus représentatifs du problème, donc à la fois l'influence directe ou indirecte établie sur la santé, l'attribution d'un sens de préférence, donc comme je viens de vous dire, les critères qui vont à la fois contribuer au réduire la vulnérabilité des territoires, et des facteurs donc d'influence, donc les facteurs de risque, de facteurs de protection, qui sont aussi des moyens d'action pour les territoires, des moyens d'action, des moyens d'agir pour les territoires via les politiques publiques. Donc toutes ces données sont accessibles et récentes en libre accès à l'échelle locale. Donc, notamment pour l'exposition climatique, on a eu deux groupes, l'extrême de température, donc les températures liées à des alertes canicules, donc par département.
les nombres de jours avec une température minimale aussi, donc liées à des vagues de froid, et notamment à l'indice de chaleur sur les, un confort bioclimatique ou biométéorologique. Pour les extrêmes de précipitation, donc on a pris en considération les fortes pluies, les fortes précipitations, des épisodes d'inondation, mais aussi des épisodes de sécheresse. Donc, notamment ici, on a réalisé un diagnostic de l'exposition climatique passée, où on a utilisé donc des données, ce qu'on appelle des normales climatiques, donc des données de 30 ans entre 1991 et 2020. Donc, tous ces critères, ils sont des facteurs de risque sur la santé. Par la suite, je vous donne juste quelques exemples. Si on prend en considération le critère inondation, donc il est connu aussi dans la littérature que les inondations vont provoquer des blessures, des noyades, morbidité physique et des impacts sur la santé mentale aussi à court et à long terme. Si on regarde la sécheresse, les épisodes de sécheresse peuvent favoriser des problèmes respiratoires et des allergies, notamment liés à la concentration des particules fines, mais aussi des problèmes de malnutrition, des impacts sur la santé mentale, entre autres. Pour les critères de la composante environnementale, donc on a eu deux groupes, l'occupation et l'usage de sol et l'état écologique des cours d'eau et les qualités de l'air extérieur. Donc, pour la qualité de l'air extérieur, on a utilisé des critères, notamment sur les émissions de particules fines, PM10, PM2,5, mais aussi les concentrations d'ozone troposphérique, qui constituent donc des facteurs de risque sur la santé. Notamment pour l'autre groupe, on a eu pas mal de critères. On a eu certains critères sur la végétation, comme les haies bocagères, la pourcentage de la commune occupée des parcs et jardins urbains, donc des espaces verts urbains, mais aussi des surfaces forestières et de la biodiversité. Des critères aussi notamment liés à la qualité de l'eau et à la qualité de l'alimentation de manière indirecte à partir de l'agriculture biologique. Donc à la fois, vous voyez, on a des facteurs de protection et comme le bon état écologique des cours d'eau, l'agriculture biologique, et des facteurs de risque comme la mauvaise qualité de l'air extérieur. Donc juste pour vous donner d'autres exemples aussi, si on prend en compte les cours d'eau en bon état écologique qui peuvent être aggravés par les inondations, les sécheresses, les incendies, les feux de forêt, celle-là, en mauvaise qualité en mauvais état écologique des cours d'eau, peut créer en fait peut affecter donc la santé à partir de maladies d'origine hydrique, mais aussi des maladies cancérigènes dues à des polluants dans l'eau, même en la rendant impropre à la consommation humaine. Dans le cas d'ozone troposphérique, on sait que ce polluant atmosphérique, il est favorisé par des situations de canicule et de vagues de chaleur, qui peuvent aussi impacter donc la population, la santé des populations à partir des maladies respiratoires, des impacts sur la santé reproductive, le déclin cognitif, mais aussi des problèmes de santé divers, si combinés avec des hautes températures. Si on regarde les critères retenus pour la sensibilité socio-économique, ici on a eu des critères classiques, donc notamment liés à la démographie de la population, donc les extrêmes de l'âge de la population, donc les personnes âgées et les enfants moins de 5 ans. Les transports, donc notamment tout ce qui est lié au transport en commun, mais aussi transport mobilité active comme le vélo. Les services et équipements et systèmes de santé, donc l'accessibilité au panier d'équipements de vie courante de l'INSEE, donc ce sont des services utilisés dans la vie quotidienne qui peuvent être impactés lors des impacts extrêmes, des événements extrêmes de changement climatique sur la santé, mais aussi l'accessibilité aux médecins généralistes, la pauvreté et la précarité énergétique qui sont à la fois des critères socio-économiques qui vont être des facteurs de risque et des protections sur la santé.
Donc, juste pour vous donner aussi deux exemples, si on prend en considération le déplacement en transport, en mobilité active, en vélo, on sait que l'utilisation de ce moyen de transport permet la réduction des émissions de polluants de l'air en affectant positivement la qualité de l'air et en participant donc à la réduction des gaz à effet de serre. Il favorise aussi l'activité physique des populations. Si on prend la précarité énergétique, donc la précarité énergétique va favoriser la mauvaise qualité de l'air intérieur, va contribuer à l'augmentation de la consommation d'énergie, des coûts médicaux qui sont associés, mais va favoriser aussi le développement des maladies cardiovasculaires, respiratoires et des problèmes de santé liés à l'inconfort biométéorologique, la chaleur, le froid. Donc, ça, c'était les 59. Donc, ça, pour les données d'entrée du modèle, si on revient à la principale étape de cette méthode avant de passer au résultat obtenu. Donc, dans cette matrice multicritère, on a eu donc les données d'entrée, les 59 territoires et les 6 critères de l'exposition climatique. Ici, je prends l'exemple de la composante exposition climatique. Donc l'idée, c'était de comparer par paire les territoires en fonction de cet ensemble de critères sélectionnés. L'idée, c'est de établir une relation de dominance ou de surclassement entre deux territoires. Donc, je vous explique. Ce qu'il y en a aussi dans cette méthode, c'est certains paramètres à renseigner pour pouvoir calculer l'intensité de préférence. Donc, de combien un territoire va être préféré parmi un autre territoire. Donc, pour cela, on va utiliser des fonctions de préférence mathématiques qui vont à la fois nous donner à partir de quelle valeur on va préférer un territoire. Donc, à partir de quelle valeur on va dire qu'un territoire est plus vulnérable que les autres. Donc, la définition d'un indice de préférence d'un territoire 1 par rapport à un territoire 2 en fonction de tous les critères analysés va être prise en compte aussi pour générer donc un ordre de territoire qui va être du plus préféré au moins préféré, donc du plus vulnérable au moins vulnérable. Donc, l'agrégation de ces indices de préférence vont générer des valeurs de flux de surclassement et ces flux de surclassement, on les utilisera comme données de sortie du modèle et notamment pour explorer les résultats de modélisation. Donc là, je passe au résultat et discussion. Euh, Ce résultat, ils nous ont permis de réaliser donc le classement des territoires pour les trois composantes analysées, donc exposition climatique, sensibilité à la fois environnementale et socio-économique. On a pu générer des graphes de classement, des cartographies, mais aussi des analyses statistiques de significativité et des ACP. Un douzième partie de ces résultats, donc les classements de la vulnérabilité à partir de deux composantes, donc l'exposition et la sensibilité, à partir d'une moyenne non pondérée de classement. Et ce qui est aussi important, notamment les critères et les composantes explicatives de ces classements, où je vais montrer l'illustration des deux territoires. Donc, vous voyez, c'est des résultats à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle locale. Donc, juste pour la significativité statistique, pardon, pour l'exposition climatique, on a pu constater que les territoires les plus exposés aux événements climatiques extrêmes étaient situés plutôt dans les terres, sous les continents. Euh, pour la sensibilité environnementale, les territoires situés dans les zones urbaines étaient les plus sensibles. Et pour la sensibilité socio-économique, les territoires les plus sensibles, ils étaient situés sur des zones rurales. Donc, notamment pour ce qui peut expliquer, pour la sensibilité socio-économique, ce sont des territoires qui vont à la fois avoir, c'est connu en Bretagne, on va avoir une pauvreté qui est plus élevée, une précarité énergétique aussi plus élevée, mais des moyens, des transports moins développés que dans les grandes villes. Notamment pour la sensibilité environnementale, on sait que dans les zones urbaines, ce sont des zones où on va avoir moins de végétation en ville, moins de biodiversité en comparaison avec les zones rurales.
mais aussi plus de mauvaise qualité de l'air, donc plus des polluants, des concentrations de polluants atmosphériques. Et pour l'exposition climatique, on sait que dans le continent, on va avoir des extrêmes de température et des précipitations qui vont être plus importants si on regarde sous certaines zones littorales de la région Bretagne. Donc, ce classement, aussi, on a pu obtenir un classement des territoires en fonction de leur vulnérabilité pour les 159 territoires. Ce qui nous amène à générer donc un classement des 159 territoires en fonction de la vulnérabilité à partir de la moyenne simple non pondérée des trois flux de surclassement. Donc, c'est les trois flux liés à l'exposition et à la sensibilité. Donc ici, juste pour vous donner un exemple, en rouge, on voit le classement de l'exposition climatique, en vert, la sensibilité environnementale et en jaune, la sensibilité socio-économique. Ce que je vais vous montrer par la suite, c'est un exemple en détail sur le territoire 35 et 36. Donc, notamment pour les territoires 35, ces résultats obtenus vont permettre de hiérarchiser les critères contribuant le plus à augmenter l'exposition et la sensibilité. Donc, notamment, on sait que pour les territoires 35, le critère d'inondation, c'est celui qui contribue le plus à rendre ce territoire le plus exposé. Étant donné que si on regarde la sensibilité environnementale, les parcs et jardins urbains, mais les haies bocagères, mais aussi la qualité, notamment les PM10 et les PM2,5, vont contribuer donc à augmenter la sensibilité environnementale de ce territoire 35. Si on regarde la sensibilité socio-économique, ce sont les critères liés notamment au transport qui vont contribuer le plus à classer ce territoire comme plus sensible. Si on prend l'exemple du territoire 36, ici, on va avoir notamment les températures extrêmes liées à la chaleur, mais liées au froid aussi, qui vont contribuer le plus à rendre ce territoire exposé. Sur le plan environnemental, donc, ce sont les critères liés au bon état écologique des cours d'eau et la surface forestière. Et pour la sensibilité socio-économique, notamment la population des personnes âgées. Donc, malgré un positionnement semblable, donc dans cet exemple, les territoires 35 et 36, on voit qu'il n'y a pas que les critères explicatifs et les composantes explicatives du classement des vulnérabilités ne sont pas les mêmes. Donc, ces résultats sont intéressants, notamment dans la communication avec des communes pour pouvoir dire quels sont les leviers d'action pour pouvoir réduire la vulnérabilité des communes, ce qui nous permet en fait de faire un diagnostic, un portrait de vulnérabilité de ces communes. Donc, ces différents critères, ils sont à la fois ils sont des critères de ce qui fait santé, donc des facteurs d'influence et risques de protection, comme vous avez pu constater. Des critères pour le suivi des politiques publiques. Et aussi, il y a toute la discussion de pouvoir intégrer certains critères, donc notamment l'exposition climatique, tout ce qui est lié à l'érosion côtière, les risques incendies, les feux de forêt, qui n'ont pas été intégrés dans ce modèle, ce qui peut expliquer aussi pourquoi les territoires situés dans les continents sont plus exposés aux événements climatiques extrêmes analysés. L'exposition climatique future aussi, à partir des projections climatiques, peut être intégrée dans ce modèle. Concernant la sensibilité environnementale, des critères de pression agricole, comme les rendements agricoles, étant donné que la région Bretagne est une région agricole, la sensibilité socio-économique, donc notamment la Bretagne est aussi une région très touristique, donc le rapport entre la capacité d'hébergement touristique, la population communale qui exerce en fait des pressions sur le territoire, peuvent aussi intégrer ce modèle. Si on passe aux conclusions et perspectives, donc la conclusion générale notamment, c'est le développement d'un outil de diagnostic de vulnérabilité à partir de l'exposition et de la sensibilité, ce qui nous a permis d'avoir une compréhension globale du sujet, donc des critères
territoriaux de ce qui fait santé et élève des moyens d'action à l'échelle des territoires. La possibilité d'identifier donc les priorités pour l'action publique, donc les critères qui contribuent le plus à la vulnérabilité d'un territoire. Deux échelles d'intervention aussi, donc à la fois on peut travailler à l'échelle régionale mais aussi à l'échelle locale. Et pour finaliser ma présentation, donc je partirai sur quelques perspectives que ce travail de thèse a relevé. Donc notamment la possibilité d'élargir le travail à l'ensemble des territoires bretons et au-delà. Donc étudier à l'échelle d'un EPCI et son ensemble de communes, mais aussi à l'échelle d'une commune et son ensemble de quartiers, arrondissements, si on prend les grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon. La possibilité d'utiliser le modèle développé comme un outil d'acculturation et de sensibilisation sur les enjeux climat, santé, environnement. Donc, notamment, montrer comment le cadre conceptuel du modèle et les 24 critères retenus font à la fois ce lien entre le climat, la santé et l'environnement, en prenant en compte aussi ces approches co-bénéfices, une seule santé. Et la caractérisation de la composante capacité d'adaptation via les politiques publiques, à la fois volontaires et réglementaires, qui vont répondre donc à la vulnérabilité d'un territoire. Donc, quelques exemples comme le plan climat, air, énergie territoriale, mais aussi les plans locaux d'urbanisme et les plans locaux de intercommunalité aussi, les contrats locaux de santé avec un volet diagnostic local de santé environnementale, mais aussi les projets d'alimentation territoriaux. Donc, pour la perspective aussi, ça serait d'investiguer, d'identifier et de vouloir de voir comment on peut proposer des politiques publiques visant la réduction de la vulnérabilité. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour les questions. Merci. Alors, attendez, j'ai un peu de problème avec ma caméra. Bon, si je n'y arrive pas, vous allez au moins m'entendre. Euh, ah, c'est une question technique. C'est pas ma mauvaise volonté. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, vous m'entendez? Je vais donc revenir sur effectivement cette belle présentation, moi, qui m'a vraiment intéressée, et en particulier sur ce modèle qui clairement peut participer à l'aide à la décision. Et je trouve que c'est vraiment un point important. Euh, Moi, j'avais deux, trois questions à poser. J'espère, Yago, vous m'entendez bien parce que j'ai un petit doute parce que je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, donc je ne sais pas. En tout cas, j'ai deux, trois questions. Alors, enfin, deux, trois questions, remarques, ce pas vraiment des questions. Moi, j'étais vraiment intéressée par votre modèle parce que tout de suite, bah, moi, je fais pas partie de votre domaine de discipline, mais moi, mon domaine, c'est la science politique. Et ce qui m'a intéressé, c'est la capacité de votre modèle à peut-être mettre à jour et clarifier, je dirais souvent des intuitions qu'ont les politistes ou les sociologues, c'est-à-dire que notamment sur les vulnérabilités, eh bien, un territoire a des vulnérabilités différentes selon justement ses aspects territoriaux, c'est-à-dire par exemple le rural et l'urbain. Pour ne pas revenir de ce qui s'est passé ce week-end dernier, mais quand même un petit peu, il y a eu des effets de vote, on a bien vu, hein, on vote pas tout à fait de la même manière dans les grandes villes et dans les villes même petites ou moyennes, et encore différemment dans les zones rurales. Et vous avez bien identifié des vulnérabilités différentes, avec aussi derrière des préoccupations différentes, puisque ça peut être des préoccupations environnementales hautes, on va dire, ou des préoccupations qui sont plus socio-économiques. Donc, c'est même pas vraiment une question, mais je me disais que vous auriez à gagner à travailler avec peut-être des gens qui, comme moi, font de la science politique, c'est-à-dire, je pense que à un moment où il y a quand même des grosses questions de vulnérabilité sociale et sanitaire et de santé publique, mettre à profit votre modèle
y compris pour d'autres disciplines, je pense que ça serait vraiment un intérêt majeur. Et c'est l'intérêt majeur que je vois de votre travail. En réalité aussi, j'avais quand même une petite question, puis après j'en ai vu qui apparaissait dans l'espace questions et réponses. Une question assez générale, c'est un modèle qui est un aide, enfin qui a pour objet quand même d'aider à la décision. Est-ce que vous avez déjà vu des effets, c'est-à-dire des aides à la décision, ou vous avez vu comment bah, les communes ou les régions se sont appropriées ou non ce modèle? Est-ce que vous avez déjà eu des effets de votre thèse, ce qui est quand même super parce que il y a déjà des effets de la thèse, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, il y a les questions dans l'espace questions-réponses, mais vous pouvez peut-être les voir et donc c'est peut-être plus facile pour nous tous que vous les lisiez et répondiez si vous avez le temps de le faire tout, parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Donc moi, c'était une question un peu, voilà, un peu choc, on va dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà est-ce que votre modèle est déjà approprié par, voilà, par des, on va dire, des experts des politiques publiques? Et, et y a-t-il déjà des décisions ou des politiques publiques différenciant selon les espaces qui commencent à poindre? Est-ce que vous sentez que ce modèle va avoir des effets sur les territoires? Oui, pour ces questions. Effectivement, c'est par rapport au transfert de ce modèle aux collectivités, c'est c'est une étape qui n'a pas été réalisée pendant ma thèse et c'est vraiment une étape pour la suite de la thèse. Donc notamment, c'est un travail qui peut être fait, qui est envisageable de le faire dans les cadres du plan régional santé-environnement, c'est de continuer à comme on va dire, à améliorer le modèle, mais aussi partir sur la présentation, la communication des résultats auprès des collectivités territoriales étudiées. Donc pour le moment, c'est en pause, mais c'est vrai que il y a déjà deux volets qui sont hyper intéressant et hyper nécessaire de le faire. Donc, c'est à la fois de communiquer comment ces critères ont été choisis, mais aussi pour acculturer les personnes qui s'approprient en fait de ces données sur les questions de santé, climat, environnement, mais aussi sensibiliser déjà aussi à partir du cadre conceptuel et des critères. Donc, acculturer, sensibiliser les acteurs et les personnes qui vont être censés utiliser ce modèle à l'avenir. Et le deuxième volet, c'est vraiment de présenter donc les résultats obtenus en fonction. Ici, c'est vrai qu'on a utilisé une méthode de surclassement, mais ce qui est intéressant, c'est pas vraiment regarder le classement comme tel, mais c'est plutôt de investiguer pourquoi un territoire est classé comme plus ou moins vulnérable et donner en fait les moyens au territoire, donc les facteurs qui peuvent diminuer leur vulnérabilité. Donc c'est un travail qui est envisageable de le faire aussi, notamment des fiches des territoires ou de diagnostic des territoires. Donc notamment d'avoir une fiche par territoire avec les informations dans ce qui fait, dans ce qui fait pas, en fait, de ce qui contribue pas à la vulnérabilité d'un territoire. Donc c'est aussi de confronter ces données modélisées à la réalité des territoires. Donc c'est vrai que je pense que c'est un côté frustrant aussi quand on est en thèse que on peut pas tout faire dans ces sens-là et on peut pas vraiment voir l'application directe de ce qui a été fait, mais c'est tout à fait un travail envisageable pour la suite. Bon, bah, de toute façon, je vous encourage à poursuivre et à suivre ces outils qui sont, à mon sens, très importants, à la fois la décision, mais je dis aussi pour la recherche académique, parce que ça permet aussi d'objectiver un certain nombre de types de vulnérabilités et qui permettent aussi de mettre en relation des facteurs que parfois, intuitivement, on a en tête, mais on a du mal à objectiver. Alors, il y a plein de questions techniques, donc je vous les laisse parce qu'elles sont bien techniques et moi, je ne suis pas forcément la meilleure experte. Je ne sais pas si vous arrivez à les lire. Notamment, c'était à propos de certaines diapositives, mais c'était donc, il faudrait peut-être revenir en arrière. Et puis aussi, une question sur les seuils. J'ai une question sur les seuils qui permettent de caractériser un facteur comme favorable ou défavorable à la santé. Donc là, je laisse l'expert répondre.
Notamment pour la caractérisation d'un critère, d'un facteur comme favorable ou défavorable à la santé, c'était vraiment en fonction de ce qu'on voit dans la littérature sur les impacts sanitaires du changement climatique. Et ce qu'on a utilisé, c'était vraiment des critères, donc des facteurs qui ont un impact positif ou négatif sur la santé. Et ils ont été caractérisés en fonction de la littérature, des diagnostics qui sont déjà existants et avec l'aide aussi du comité d'experts qui a pu participer et qui a pu, notamment, on a pu discuter dans les sens où un critère, il contribuait au changement climatique et contribuait à la vulnérabilité d'un territoire, donc il sera défavorable à la santé. Et un critère qui ne contribue pas vraiment, qui ne contribue pas à, à la vulnérabilité d'un territoire était plutôt considéré favorable à la santé. Donc c'était plutôt pour répondre assez, assez direct, on va dire. C'est vraiment un travail qui a été fait avec le comité d'experts et on a vu de littérature scientifique, de ce qui est favorable et de ce qui n'est pas favorable à la santé. Et c'est vrai qu'on a dû, l'idée aussi, c'était de ne pas montrer ce qui est défavorable, donc ce qui constitue des risques euh, pour sur la santé, mais aussi ce qui constitue des facteurs de protection. Parce que c'est vrai qu'assez souvent, les diagnostics de vulnérabilité sont très centrés sur tout qui est, sur ce qui est risque. Et on avait pris cette, cette décision aussi d'aller plutôt vers ce qui est favorable, ce qui est facteur de protection. Je sais pas si je réponds à la question, mais c'est vraiment dans ces sens-là. Et sur les seuils. Donc, sur les seuils, notamment, c'était des seuils qui ont été calculés à partir de méthodes déjà existantes, et notamment les seuils qui ont été calculés, c'était pas pour dire si un critère était favorable ou défavorable, mais c'était plutôt dans la démarche globale de dire à partir de quelle valeur, en fonction de chaque critère, je vais préférer un territoire, donc je vais de certaines manières classer un territoire comme plus vulnérable. Donc ces seuils, ils étaient vraiment pour pouvoir classer les territoires et pas vraiment pour dire si un facteur est favorable ou défavorable. Donc, je Alors, regarde en même peut-être temps. de nouvelles questions qui sont apparues. J'ai vu qu'il y avait des choses nouvelles. C'est toujours autour des seuils, il me semble. Mais bon, je pense que... Ah oui. Donc, les taux d'artificialisation des terres, c'est plutôt, peut-être je passais assez vite, mais le taux d'artificialisation de terre est plutôt considéré comme défavorable à la santé, parce que notamment on sait que dans des territoires où le taux d'artificialisation est assez élevé, en fait, ça va contribuer aux inondations, à la chaleur estivale, aux questions des îlots de chaleur urbains, et notamment ce qui aura un impact direct sur la santé des populations. Donc c'est plutôt un critère défavorable à la santé. Euh, une autre question, notamment sur pourquoi ne pas avoir choisi la capacité à faire face par rapport à un événement climatique plutôt que la capacité d'adaptation? Et dans quelle mesure la capacité à faire face, elle est prise en compte? Donc ouais, ça c'était toute une partie qui n'a pas été développée dans la thèse aussi, la capacité d'adaptation. Et l'idée dans la suite aussi, c'est de plutôt confronter ces résultats de vulnérabilité, donc exposition climatique plus sensibilité environnementale, socio-économique, ceux qui existent dans un territoire, donc notamment comme des actions pour réduire la précarité énergétique, comme l'isolation de bâtiments, la capacité des systèmes d'alerte, des systèmes de sécurité aussi. Donc toutes ces questions-là, elles seront prises dans la capacité d'adaptation. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'en fait, on va regarder la capacité d'adaptation en fonction de la vulnérabilité aussi. Donc, comment on peut répondre les enjeux de vulnérabilité à partir des politiques publiques qui sont mises en place ou qui sont pas mises en place. Mais, euh, mais c'est pour ça aussi que la capacité d'adaptation n'a pas été évoquée
ou travailler dans cette thèse. Bien, bah écoutez, je vous remercie. Alors, si j'avais, enfin, c'est d'abord pour continuer à vous féliciter parce que je trouve que c'est vraiment à la fois intéressant parce que ça permet de mettre à plat des différences territoriales et, comme je disais, d'objectiver, de mettre voilà, en relief les différences selon les territoires et que même la question de réchauffement climatique n'impacte pas les populations de manière homogène. Et clairement, parce que chaque territoire je dirais, a ses composantes. Deuxième point, on espérera que c'est un outil d'aide à la décision et qu'on prendra les bonnes décisions, ou en tout cas, on accompagnera la question voilà, à la fois du changement climatique, mais aussi des transformations de nos sociétés à l'aune de voilà, de ces nouveaux enjeux. Et je ne peux qu'espérer, parce que c'était un peu la conversation qu'on avait tout au début, que vous poursuiviez vos recherches dans ce domaine-là, qui est, je dirais peut-être malheureusement, parce que c'est aussi malheureux, puisqu'il y a quand même, il va y avoir voilà, des souffrances, on va dire, sur les territoires avec ces transformations-là, qui peuvent être sociales, économiques ou environnementales, mais en même temps de beaux défis de recherche de solutions. Et je pense que vous participer à ces recherches de solutions. Donc, j'espère pour vous le meilleur, c'est-à-dire que de docteur, vous finissiez post-doc, voire chercheur. Et je remercie tout le monde pour leur participation, toutes les questions très techniques que moi je ne pouvais pas poser parce que je n'ai pas ces connaissances-là. Et je vous invite à la prochaine séance. La prochaine séance, c'est le mardi 25 juin. Ça sera sur un sujet sur la santé mentale des adolescents. L'impact des programmes impliquant les jeunes, alors en sachant que c'est une professeure donc invitée, enfin associée, qui va nous faire cette présentation, Madame Lourdes Canteraro Arevalo, j'espère ne pas avoir écorché le nom. Et donc santé mentale des adolescents, ça aussi c'est un sujet plus qu'important et plus d'actualité que jamais. Donc je vous souhaite une bonne semaine, hein, parce qu'elle ne fait que commencer cette semaine. Et d'abord, et puis une bonne journée aussi. Et puis à très bientôt